Bienvenue chez Bella Édifice. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le plateau de tournage aujourd'hui, qui est en fait mon salon. On a la chance de rencontrer nul autre que Marine, encore une fois. Bonjour Marine. Bonjour Sébastien, Comment ça va? ça va bien. Bon, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va y aller avec une thématique très unique. On a la chance d'avoir Marine qui va se concentrer avec nous sur les explications des nouvelles lois qui ont passé aussi pour avoir une résidence, combien ça coûte, qu'est-ce que ça exige, les papiers que vous allez avoir à remplir aussi, le temps que ça prend aussi. Il y a des choses qui ont été allongées, qui ont été compliquées. Puis pourquoi est-ce qu'on devrait toujours aller chercher notre résidence quand on achète avec Bella Édifice? Donc aujourd'hui, on va être focusé que là-dessus. On parlait de compte en banque aussi, puis certaines choses, mais aussi de l'appel d'offres de services A à Z pour être sûr de bien comprendre qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça exige, qu'est-ce que ça contient. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, mesdames et messieurs, merci d'être là aujourd'hui. On va y aller avec Marine. Marine, aujourd'hui, on prend le temps d'expliquer tout ça ensemble. Je sais qu'il y a pas mal de détails. On va commencer directement avec, c'est-tu vraiment important d'avoir ça? Puis est-ce que c'est obligatoire d'être résident pour acheter ici, là, au Mexique? Alors, déjà merci pour son invitation Sébastien, bonjour à tous. Donc la résidence au Mexique, elle n'est pas obligatoire dans un premier temps, mais elle est recommandée. Pourquoi? Parce que pour acheter au Mexique, comme on a déjà expliqué, en tant qu'étranger, on doit passer par un fideicomiso, qui est un fidéicommis dans lequel va être mis le bien qu'on achète pour les 50 prochaines années. On va payer une taxe chaque année à la banque et on va avoir un titre de propriété à notre nom. Ça, pour l'obtenir, on n'a pas forcément besoin d'être résident parce que dans tous les cas, on reste des étrangers. Mais par contre, ça peut devenir intéressant d'être résident pour ceux qui veulent déjà venir plus facilement plusieurs fois dans l'année, sans avoir à se préoccuper de est-ce qu'ils vont nous donner le visa touristique de 180 jours. Ça, c'est déjà l'avantage. Ouais. Parce que quand vous rentrez avec votre carte de résidence, on ne vous demande rien. Vous rentrez et vous sortez autant de fois que vous le souhaitez du territoire. Ça, c'est la première chose. On va parler aussi des avantages que ça va avoir. C'est que quand vous voulez avoir un petit peu plus de stabilité au Mexique et vous installer un petit peu plus, même si vous voulez faire de la rente locative, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le début de tout. La résidence, une fois que vous l'obtenez, vous pouvez ensuite obtenir un numéro de taxe avec ou sans obligation fiscale. Ça va dépendre de votre stratégie fiscale. Si vous voulez déclarer vos revenus ici de location, eh bien dans ce cas-là, ça devient intéressant. Si jamais vous voulez recevoir vos revenus de rente locative au Canada, dans ce cas-là, un numéro sans obligation fiscale. Vous n'allez pas payer les impôts dans les deux pays. Ouais. Et ensuite, une fois que vous avez la résidence et le numéro de taxe, vous avez accès à d'autres choses encore. Vous pouvez aller obtenir un compte bancaire, ouvrir un compte bancaire, obtenir un permis de conduire si vous le souhaitez. Vous pouvez également mettre de l'argent en banque si vous voulez faire des intérêts. Vous pouvez aussi acheter une voiture, la mettre à votre nom. Aller à l'hôpital, c'est un petit peu moins cher aussi quand on est résident. Le prix touriste vs le prix tout résident, c'est un petit peu moins cher. Donc, il y a certains avantages comme ça. Et après, il y a les avantages un petit peu du quotidien. Si vous venez en vacances ici plus souvent, les beach clubs sont un peu moins chers pour les locaux. Les ferries sont à moitié prix. Et voilà, des petits avantages comme ça au quotidien qui peuvent être intéressants. Les restaurants peuvent être moins chers quand on est résident. Oui, certains restaurants. Il y a un restaurant ici d'ailleurs sur la 10 à côté du Chedraui Selecto, le restaurant un peu brésilien avec la viande Ouais. à buffet ouvert. Et le jeudi soir pour les locaux, c'est 750 pesos pour un couple. Donc en fait, c'est moins cher que d'autres restaurants à la semaine, quoi. Puis, pour revenir un petit peu à ce que tu mentionnais, le Fideo-Commisso, on avait pris une super de belle capsule pour bien expliquer la résidence, le visa, puis il y a plusieurs choses aussi. Le Fideo-Commisso, qu'on soit permanent, résident permanent ou pas, on a le droit d'acheter, on fait un Fideo-Commisso. Y a-t-il des avantages? Y a-t-il des rabais à ouvrir un Fideo-Commisso? Ou est-ce qu'il est plus avantageux si on est résident ou c'est la même affaire? C'est la même chose. C'est la même chose que vous soyez résident temporaire, résident permanent. Ça reste la même chose parce qu'on reste des étrangers. OK. Dans tous les cas, on doit créer ce fideicomiso si on achète en tant que personne physique, nous-mêmes, ou même avec une société étrangère. Parce qu'encore une fois, on reste dans le statut étranger. La seule différence, c'est si par exemple, au bout de 5 ans de résidence, vous voulez passer l'examen de la naturalisation, si vous voulez devenir mexicain. Dans ce cas-là, il y a un examen auprès des relations extérieures et vous pouvez obtenir une lettre de naturalisation. Et ça vous permet d'avoir un passeport mexicain. Et ça, à ce moment-là, en effet, vous devenez mexicain et donc le fideicomiso n'a plus lieu d'être. Puisque vous devenez mexicain, vous n'en avez plus besoin. Et à ce moment-là, oui, on peut annuler le fideicomiso et acheter en tant que Mexicain sans fideicomiso. Puisque les Mexicains n'en ont pas besoin. Que
que ce soit un Mexicain, personne physique ou une société mexicaine, il n'y a pas besoin de fidéicommisso. Comme l'objectif numéro un, mesdames et messieurs, c'est pas de devenir mexicain, mais d'acheter de l'immobilier. On va quand même continuer à en parler parce que c'est intéressant. Combien de temps est-ce qu'on doit attendre avant d'avoir la chance de devenir citoyen? On a une résidence permanente, 4 ans, Temporaire, 4. temporaire 4 Ouais. ans. Ensuite, on a un test, on a Permanent. sûrement un examen, il faut parler espagnol. C'est quoi les choses à faire là, qui nous font Alors, passer ou pas passer le test? en gros, la première fois, vous allez obtenir 1 an de résidence temporaire à la première année. Ensuite, vous pouvez renouveler pour 3 ans. Et après les 4 ans de résidence temporaire, vous basculez à la permanente. Pour ces options-là, il y a des options où vous devez parler espagnol et il y a des options où vous n'avez pas besoin de parler espagnol. Je vais y revenir. Si. Après 5 ans de résidence au total, donc c'est-à-dire 4 ans temporaires et 1 an permanent, vous pouvez obtenir la naturalisation en passant l'examen. Par contre, là, oui, il faut parler espagnol. Si vous avez moins de 60 ans, il faut passer un examen de culture générale sur le Mexique et une compréhension écrite. Donc, il y a des textes avec des questions et on doit répondre tout en espagnol forcément. Si vous avez 8 sur 10 à chaque examen, eh bien, vous obtenez votre lettre de naturalisation et ensuite votre passeport mexicain. Au-dessus de 60 ans, cet examen n'est pas obligatoire. Donc, si certaines personnes veulent la naturalisation quand même, mais qu'ils ont plus de 60 ans, ils ne passent pas l'examen. Donc, ils peuvent juste, il faut parler un petit peu espagnol par contre, parce que l'entretien se fait en espagnol, et présenter le dossier et obtenir du coup la lettre de naturalisation. Mais pour en revenir à la résidence, il faut parler espagnol, oui et non. Parce que les résidences, il y a plusieurs options. On va y revenir, c'est ça justement, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour prévenir les gens qu'il y a eu du changement au niveau de l'immigration. Pendant les 4-5 dernières années, on a eu une option qui s'appelait le programme de régularisation, où les personnes qui étaient venues au Mexique, ça a un petit peu changé au fur et à mesure des années, mais le dernier critère, c'était entre 2016 et 2023, et qui avait un visa touristique expiré, pouvaient obtenir jusqu'à 4 ans de résidence temporaire à l'intérieur du territoire. Ça, depuis mi-mars, le critère avait été modifié. C'était seulement les personnes qui étaient entrées avant 2022 et qui avaient un visa touristique expiré depuis 2022 pouvaient obtenir ces 4 ans de résidence temporaire. Oh. Et ça a encore été remodifié. Maintenant, il a été totalement annulé. Donc, ce programme-là n'est plus disponible. Oula! Voilà. Mais on a encore des options. Oui, il y a encore des Il y a options. encore des Mais options. est-ce que tu crois que ça a été modifié suite à les mauvaises communications ou les problèmes qui sont arrivés au niveau géopolitique avec les Américains surtout? Oui, malheureusement, ça n'a pas été dit comme ça de manière ouverte. Ouais. Mais en effet, c'est tombé comme par hasard dans les dates où ça s'est compliqué au-dessus de nous. Ouais. Et en effet, je pense que la présidente a voulu réagir un petit peu aussi pour protéger son pays Ouais. en se disant, voilà, si l'immigration ne va plus là-bas, nous, on va se retrouver en pays intermédiaire. Et puis, il y a déjà eu pendant les 4 dernières années beaucoup d'immigration. Donc, je pense qu'elle a voulu aussi prendre des précautions. Donc, en effet, c'est un petit peu relié à la situation aussi clairement géopolitique actuelle. Ce qui fait qu'on retourne à des options plus classiques pour obtenir la résidence. Donc, les premières options, ça va être pour vous les Canadiens en l'occurrence, parce que c'est principalement la clientèle à laquelle on se prépare aujourd'hui, c'est à travers le consulat du Mexique au Canada. Donc, ça peut être à Montréal, Ottawa, Vancouver, Calgary. Il y a plusieurs consulats du Mexique au Canada. Et pour obtenir la résidence, vous avez 2 options. Il faut avoir soit des placements ou des investissements. Donc, les REER, les CELI, vos comptes de placement, d'investissement, c'est reconnu. Et il faut avoir un montant de 102 671 $ canadiens par mois sur les 12 derniers mois. Donc, en fait, moi, mon travail, c'est d'accompagner les clients en préparant ces dossiers-là, les préparer à l'entretien, les aider à prendre le rendez-vous au consulat, obtenir le visa dans leur passeport. Le visa qu'ils obtiennent, il est pour 6 mois. 6 mois, c'est le délai qu'ils ont pour venir au Mexique, prendre un rendez-vous ici à l'immigration en arrivant et échanger le visa pour la carte de résidence temporaire 1 an. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est si vous avez une pension ou un salaire fixe. Si vous gagnez 6 160 $ canadiens par mois après taxe, vous pouvez également obtenir une résidence temporaire au consulat de Montréal ou Ottawa, peu importe. Et même procédure ensuite, vous avez le visa dans le passeport, vous venez au Mexique, et moi, mon travail, c'est de vous prendre le rendez-vous ici à l'immigration, préparer le dernier dossier, vous accompagner à l'immigration pour donner les empreintes, ils prennent la photo et vous recevez la carte de résidence temporaire 1 an pour commencer. L'année prochaine, quand ils voudront renouveler, il faudra revenir au Mexique, vraiment désolé, pour redonner les empreintes, reprendre la photo. Et en fait, cette fois-ci, on renouvelle pour 3 ans directement.
Et dans 4 ans, retour au Mexique pour quelques jours encore, pour retourner à l'immigration et obtenir la résidence permanente. Il n'y a pas besoin de représenter des documents au renouvellement ni au changement de permanent. On aura juste rempli la durée nécessaire pour passer à la permanente. Ça, c'est les premières options à l'extérieur du territoire. OK. Donc, c'est clair jusque-là, je pense. Ben oui, très clair. Les autres options, ça va être à l'intérieur du territoire. Pour les étrangers qui sont mariés avec des Mexicains, par exemple, ou des résidents temporaires, ils peuvent aussi obtenir une résidence temporaire, mais basée ou sur le mariage ou sur le concubinage, mais il faut vérifier la documentation que les gens ont. Et ça leur permet d'obtenir 1 an de résidence temporaire, de renouveler pour une autre année de résidence temporaire. Et quand ils sont mariés à des Mexicains, il y a seulement besoin d'attendre 2 ans pour passer à la permanente, parce qu'ils sont mariés avec un citoyen mexicain. S'ils sont mariés avec un résident permanent, c'est pareil, c'est seulement 2 ans de résidence temporaire. OK. Par contre, si c'est des résidents temporaires mariés ensemble, et ben dans ce cas-là, c'est 4 ans de résidence temporaire. OK. Et la dernière option, c'est la résidence temporaire avec permis de travail. S'il y a certains Canadiens qui veulent venir s'installer ici au Mexique et travailler, eh bien pour celle-ci, par contre, il faut parler espagnol. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez vous défendre lors d'un entretien au consulat du Mexique en espagnol. Parce qu'ils vont vous demander pour qui vous allez travailler, qu'est-ce que vous allez faire, quelles seront vos missions, combien vous allez gagner. Et à ce moment-là, il faut parler espagnol, sinon le consulat peut ne pas vous délivrer le visa. Ça, c'est parce qu'ils se disent, dans un encadrement professionnel, si tu n'es pas capable de répondre à des questions de base, comment tu vas vraiment Comment faire tu pour... vas travailler? Exactement, ce qui est logique en soi. Donc, moi, je le propose souvent à des gens qui veulent venir s'installer ici, qui ont besoin d'un permis de travail et qui parlent un minimum espagnol. Je ne prends pas le risque d'envoyer mes clients qui ne parlent pas espagnol au consulat pour juste avoir un refus de visa. C'est vraiment pas utile. À la boucherie. Non, vraiment, voilà, c'est ça. Et Ouais. la dernière option à l'intérieur du territoire, ça va être si vous avez un enfant mexicain. Si jamais des gens viennent ici et ont un bébé sur le sol mexicain, eh bien, dans ce cas-là, ça leur donne la résidence permanente directement, Ah oui, puisque l'enfant est mexicain. OK. Donc, ils ne passent pas par la résidence temporaire. C'est à une résidence permanente directement. Et au bout de 2 ans de résidence permanente, s'ils sont parents d'un enfant mexicain et qui veulent la nationalité mexicaine, ils peuvent déjà appliquer à la naturalisation. Bon. Donc, en fait, il y a certains critères selon les cas. C'est pour ça que c'est très important que quand quelqu'un veut sa résidence, qu'on fasse un appel ensemble. Ben oui. Parler vraiment du projet, essayer de voir laquelle correspond le mieux. Et puis, surtout pour qu'on soit prêt quand le temps vient à l'obtenir. Puis, dans la mesure où quelqu'un dit, moi, je viens juste travailler ici avec mon ordinateur, j'ai besoin de Wi-Fi, puis je peux gagner ma vie. C'est tout? J'ai-tu vraiment besoin d'un visa de travail ou Non. pas du tout? Là? Non, pas du tout, parce qu'à partir du moment où vous travaillez pour un autre pays et pas pour le Mexique, où vous générez des revenus ici au Mexique, vous n'avez pas besoin de permis de travail. C'est vraiment pour les gens qui vont être un peu comme moi exposés à l'extérieur. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai un cabinet d'avocats, pignon sur rue, j'ai besoin que si l'immigration vient toquer à ma porte, de prouver que je suis en règle, que j'ai ma carte de résidence avec mon permis de travail apparent dessus. Mais si par exemple c'est un digital nomade qui veut juste ou qui travaille en full home office et qui veut juste venir s'installer au Mexique mais qui travaille pour le Canada ou pour les États-Unis, il n'y aura pas besoin de permis de travail. Message. Très important. Donc voilà, ça c'est les options en tout cas des résidences actuellement. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'on retourne un petit peu à des options classiques parce que c'est plus aussi simple que ça l'était sur les dernières années de l'obtenir rapidement et ici à l'intérieur du territoire. Les délais sont un petit peu plus longs. Là, par exemple, quand je vous parle de Montréal, Ottawa, c'est des consulats où il y a beaucoup de demandes. Donc, en fait, le temps de préparer le dossier, envoyer l'email pour la prise de rendez-vous, le rendez-vous, en général, il est donné dans un délai de 3-4 mois. Donc, il faut quand même anticiper la demande. Et une fois que ça, c'est fait, eh bien, ensuite, vous passez votre entretien. Vous pouvez descendre au Mexique dans les 6 mois qui viennent. Après, sur place, on s'arrange, on s'organise. Mais en effet, en ce moment, à cause de ce changement de loi, la prise de rendez-vous à l'immigration est très difficile parce que tout le monde se rue sur les rendez-vous disponibles et on est beaucoup plus limité. Donc, ça devient un petit peu plus compliqué, mais bon, on travaille pour que ça fonctionne. Combien de temps est-ce qu'on attend pour rentrer dans la procédure au niveau du consulat, de ce que tu vois de tous tes clients canadiens, parce que tu en as énormément? Oui. Ça lui prend combien de temps avant d'avoir juste ce fameux rendez-vous-là? Ça peut prendre 2 à 3 mois. 2 Par à exemple, 3 moi, mois. là, j'ai déjà envoyé une dizaine de clients pour cette année à Montréal depuis janvier et ils ont rendez-vous entre juin et septembre. OK. Tu vois, on a lancé les démarches en janvier, février, mars.
Et tous sont découlés comme ça. Ils ont rendez-vous entre juin, juillet, septembre. C'est prêt. On arrive au consulat, il nous manque un papier, on repose de 3 4 mois. Alors ça dépend. Ça dépend comment vous vous y présentez. Si vous y allez avec de la joie et de la bonne humeur, en général, ils vont quand même vous recevoir. C'est mon travail justement d'essayer d'avoir le dossier au complet, même plus que ce qu'il ne faut, pour que vous n'ayez pas justement ce genre de problème-là. Moi, j'ai 2 accompagnements. Soit j'accompagne sur la totalité du Oui, service, soit sur la moitié seulement. Si les gens se sentent suffisamment à l'aise pour faire la démarche administrative auprès du consulat par eux-mêmes, je les laisse faire et je les aide juste pour la partie mexicaine qui est un peu plus complexe vu que tout est en espagnol, la prise de rendez-vous est plus difficile. Donc, je laisse l'option au client OK. d'accompagner sur la totalité ou à la moitié de la procédure. Ça, c'est combien pour la procédure de dire, moi, je veux une clé en main, Marine, s'il te plaît, occupe-toi de mes affaires, j'ai besoin de ça pour avant de faire ma transaction ou pendant la transaction parce que je veux avoir ma résidence, parce que ça reste encore une option, là, mesdames Mhm. et messieurs. Mais combien ça coûte, puis combien de temps ça va prendre à peu près? Alors, pour l'option du coup de solvabilité économique, quand vous basez votre application sur les placements ou sur le salaire, on parle de 25 000 pesos de frais d'avocat. Et il faut payer également 84 dollars canadiens au consulat pour les frais du visa qui va être collé dans le passeport et 5 570 frais migratoires, pesos, bien sûr, je parle toujours en pesos, pour payer la carte pour 1 an. Donc ça, c'est le coût pour la première année. L'année prochaine, quand vous voulez renouveler pour 3 ans, c'est 9 800 pesos de frais d'avocat et 10 112 pesos de frais migratoires. C'est le prix de la carte pour 3 ans. Les frais migratoires augmentent un petit peu chaque année, de 200-300 pesos, de pas grand-chose, mais moi, je m'occupe d'actualiser mes clients chaque année sur les coûts forcément qui sont à dépenser. Donc ça, c'est l'option pour la solvabilité économique. À l'intérieur du territoire, si vous voulez faire une union familiale avec un résident ou avec un Mexicain, c'est un petit peu moins cher parce qu'on travaille juste ici sur place. On parle de 8 000 pesos de frais d'avocat et en frais migratoires, 1 780 pesos plus 5 570 pesos. De toute façon, je peux répéter ces coûts-là aux clients lors d'une consultation, bien sûr, pour leur expliquer le détail, Non, parce non, que ça fait non, beaucoup d'informations. ils vont tout comprendre du premier coup. On ne répète pas, c'est une fois, c'est ce matin, mesdames et messieurs. Marine ne prend plus les appels. Vous signez, c'est ça le dire, et c'est comme ça. Voilà. Et pour la résidence avec permis de travail, du coup, pareil, c'est 35 000 pesos de frais d'avocat. Et puis, ils vont payer 84 Canadiens au consulat pour le visa dans le passeport et les 5 570 pesos à l'immigration directement par carte de crédit ou débit. Ça, c'est vraiment pour l'immigration. Je voudrais juste aussi certifier aux gens qui nous écoutent, faites le calcul de tous les calculs en pesos divisé par 14,25 environ. C'est ça le taux. Fait que 30 000 pesos, ça peut sembler énorme, dit comme ça. Mais on va parler de quelque chose en bas de 2 000 $. Donc, c'est vraiment, faites attention à ça, divisé par 14,25. Sinon, on les regardait au taux du jour aussi au quotidien. Mais aujourd'hui, 14,25. Donc, ça, c'est les prix pour l'accompagnement. Est-ce que c'est le prix aussi en totalité pour avoir la résidence ou c'est simplement pour l'accompagnement au complet? La totalité, ça comprend. Moi, en fait, j'accompagne ou sur toute la procédure ou la moitié, comme je disais. Pour la moitié, c'est 6 000 pesos de frais d'avocat, plus juste les frais migratoires, parce que le consulat, ils l'auront déjà fait de leur côté. Mais ça, c'est vraiment le prix te comprend toute la procédure, c'est-à-dire que c'est mon accompagnement à moi de A à Z jusqu'à ce qu'ils aient la carte de résidence originale en main depuis le début. Et ils vont payer au consulat les frais qu'ils doivent donner au consulat et payer les frais migratoires à l'immigration. Donc là, les prix que je donne, c'est vraiment tous les acteurs qui rentrent dans cette procédure, c'est-à-dire moi en tant qu'accompagnement légal, le consulat qui délivre le visa et l'immigration qui fait payer les frais migratoires pour la carte de résidence originale, qui est OK. une pièce d'identité en fait que vous recevez avec une date d'expiration dessus. Elle dure 1 an la première année. Ensuite, on renouvelle pour 3 ans. Donc, vous avez 3 ans complets sur la carte. Et puis, au bout des 4 ans, bien, on bascule sur la permanente et celle-là n'a plus de date d'expiration. Elle est vraiment pour toujours. OK. C'est quoi le ratio de gens qui disent, bah, je vais y aller un peu par moi-même, fais juste me guider, puis que ça va toujours très bien, puis qu'ils n'ont jamais de problème? Moi, la paperasse, l'immigration, les consulats, l'espagnol, le français, anglais, tout ça, je me dis, il y a toujours une petite chance que ça n'aille pas Ouais. comme ça va bien. Peut-être juste parce que j'ai l'habitude que ça aille toujours bien avec toi, puis que les clients, c'est une clé en main, puis c'est facile, là, mais à quelque part, je me dis, c'est toujours un risque là, de le faire par soi-même dans ces En étapes fait, aussi l'avantage cruciales. que moi j'ai, c'est que comme j'ai déjà envoyé des clients, je suis à jour sur la procédure. Parce que sur leur site internet, ils vous disent ramenez vos 12 derniers relevés bancaires. Et c'est tout. Sauf qu'en réalité, c'est pas tout. Ils demandent un tableau Excel, ils demandent une lettre institutionnelle, enfin, ils demandent beaucoup d'autres documents qui ne sont pas inscrits sur le site internet.
Donc, moi, j'ai les emails du consulat avec la documentation nécessaire, avec les petites lignes qui disent d'envoyer exactement la manière de faire et tout ça. Et du coup, moi, ça me permet au client de lui donner déjà un avantage là-dessus. Je lui envoie vraiment la liste complète en lui disant, ça, c'est vraiment ce qu'il demande. Et quitte à y aller avec plus de documents que nécessaire, mais au moins, on est prêt. Oui, oui, ça, c'est toujours mieux de n'amener plus que pas assez, là, naturellement. Puis on s'était posé la question l'autre jour aussi, le fameux 102, 103 000 nécessaires pour être capable d'avoir la résidence aussi, la preuve que c'est à ton compte dans les 12 derniers mois. On s'était posé la question, est-ce que ça compte mon régime d'épargne collective que j'ai parce que je travaille chez Agropur ou chez Hydro-Québec depuis tant d'années puis qui est à 100 quelques mille? Est-ce que ça compte? Puis là, on avait été voir directement sur le site. Bon, on ne peut pas compter les REER collectifs, l'épargne collective. On peut compter les FER, les CRI. On peut compter les REER, les CELI aussi dans le personnel, mais pas celui collectif. Donc, j'avais été quand même impressionné que tu regardes. En tout cas, tu avais l'air à savoir à quelle page exactement tu t'en allais. Tu allais consulat. Puis, fait que ça m'a donné exactement les bonnes réponses parce que c'est important. Les clients, des fois, s'il y en a de l'argent, mais c'est un REER collectif qui est énorme, mais au bout du rouleau, vous ne pouvez pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est encore dans l'entreprise. C'est ça, c'est à faire attention aussi. S'il est à vous, personnellement, il peut être compté dans toutes les choses qu'on peut, CELI, le CRI, le FER, le ci, le ça. Et là, c'est après ça là, qu'il faut passer vraiment dans les bonnes mailles, dans le bon entonnoir. C'est super important. Faites attention à ça. Puis à chaque fois que vous avez des questions, puis vous avez besoin de plus de détails, vous le posez directement à Marine. Marine est là pour vous accompagner là-dedans. Prenez pas de chance là, d'y aller à côté. Donc ça, c'est vraiment pour l'idée globale d'aller chercher une résidence, les 3 options, et puis comment est-ce que ça coûte. Au-delà de ça, quelqu'un qui dit, Sébastien, moi si je viens 2 fois 2 semaines par année, je veux juste investir, je veux une belle place, trouve-moi ton Cosmisco, Fideco, puis vas-y, je dis ça de même parce que j'ai entendu ça hier, ça m'a fait rire. Le Filéo Commisso, une fois qu'il est ouvert, pas besoin de toute cette paperasse-là, on n'a pas besoin de consulat, on n'a pas besoin de payer plus. On ne paye pas moins non plus ou plus si on n'est pas résident. Fait que le Filéo Commisso, il reste le même prix. C'est combien de temps rouvrir ça? Puis pourquoi est-ce qu'on doit avoir une entente trilatérale avec la banque et le gouvernement? En fait, le fideicomiso, il vient de la Constitution mexicaine. La Constitution mexicaine, il y a un article qui protège justement les côtes et les frontières du pays pour éviter l'invasion étrangère. Oui. Et donc, en fait, c'est un article de la Constitution qui n'a pas été modifié depuis des années. Et en fait, cet article, du coup, nous oblige, nous, en gros, le gouvernement mexicain a trouvé un subterfuge en disant, oui, mais nous, on veut de l'investissement étranger quand même. Donc, on va leur permettre d'acheter, mais à travers une banque fiduciaire qui va détenir la propriété et que vous allez pouvoir être bénéficiaire pendant 50 ans. Et puis, après les 50 ans, vous pouvez renouveler encore 50 ans si vous le souhaitez. C'est comme ça qu'ils ont trouvé le subterfuge pour que nous, étrangers, on puisse détenir un titre de propriété. Mais le titre de propriété, s'il n'est pas détenu directement à le propriétaire, nous ne sommes que le bénéficiaire du fideicomiso. Comment je fais en tant que bénéficiaire pour recevoir des titres? Donc, en effet, comme tu le dis, tu reçois un titre de propriété, c'est-à-dire que tu signes ton acte notarié devant le notaire, tu obtiens ensuite ta copie certifiée et dans cet acte-là, déjà, tu as un permis des relations extérieures du fideicomiso qui est délivré à ton nom. Donc, toi, tu as acquéri un bien, l'unité 203 de tel développement, et tu as un permis de fideicomiso sous ton nom qui t'autorise à avoir ce titre de propriété pour être bénéficiaire du fideicomiso dans la banque fiduciaire. Donc, il y a 3 parties en fait. Il y a le vendeur qui apporte le bien dans la banque fiduciaire, il y a la banque fiduciaire qui détient le bien et il y a l'étranger, acquéreur de ce bien, mais qui du coup devient le bénéficiaire de cette banque fiduciaire pendant 50 ans. Et la création du fideicomiso, en général, il faut recollecter un petit peu de documents, forcément de toutes les parties, envoyer le tout à la banque pour solliciter le permis des relations extérieures et une fois qu'on a le permis, le transmettre au notaire pour le retranscrire dans l'acte de vente et ensuite signer chez le notaire. Donc, c'est rien de très complexe, mais c'est pas mal de paperasse, encore une fois. Oui. Il faut récollecter l'information de toutes les parties et il faut vérifier que toutes les parties aient la bonne documentation. C'est ça qui peut prendre du temps parfois dans un closing en immobilier, c'est qu'on va se dire, c'est bon, les acheteurs sont prêts, ils ont leur passeport, leur justificatif de domicile, leur numéro de taxe, tout a été envoyé à la banque. Oui, mais le vendeur, il n'a pas la taxe foncière payée de l'année 2025, il n'a pas l'enregistrement au registre foncier. Et là, par contre, ça cause des problèmes parce que le délai devient beaucoup plus long puisqu'il faut régler cette documentation. Et nous, notre travail, c'est d'être là aussi pour accompagner acheteurs comme vendeurs, selon les situations, pour justement
Vérifiez que toute l'information est à jour, que la documentation est prête. Comme ça, quand il y a un acheteur ou quand il y a un vendeur qui est prêt à vendre, eh ben, le closing peut se faire en un mois et demi maximum, par exemple. Mais il faut OK. avoir toute la documentation pour respecter ce délai. OK. Merci pour les explications parce que c'est pas clair pour tout le monde de comprendre. J'ai des titres, je les ai pas. Pourquoi je suis juste le bénéficiaire d'un fidéocommisso? Fait que j'ai pas besoin de faire des déclarations de ma propriété Non. dans mon pays parce que je suis pas le propriétaire. Mais j'ai des titres, mais comment ça marche? Très bien expliqué. C'est super important, mesdames et messieurs, là, cette partie-là. Regardez-le une deuxième fois. C'est important de bien le comprendre parce que c'est une question qui revient Bien au sûr. day-to-day, puis les gens ils ont de l'inquiétude. Naturellement, là, que vous avez de l'inquiétude par rapport à votre propriété, par rapport à vos droits, par rapport à vos titres, tout ça. Là, c'est bien expliqué, puis c'est plus simple aussi. Des histoires là, de je suis revenu chez nous, là, puis j'avais des Mexicains qui habitaient puis qui squattaient. Là. Non, non, ça arrive pas ici. Ça arrive en Ah non. France, hein, beaucoup, par contre. Ça c'est correct. Ils les protègent bien. Ici, au Mexique, ils les protègent pas longtemps. Et on n'a pas ce même problème-là là, qu'on peut retrouver facilement en Europe, là, spécialement en France. Là, je vais te dire ici, Pedro Sancho, ils viennent te rendre une petite visite, tu sors rapide. Non, et puis il faut bien comprendre qu'on est bénéficiaire, mais la banque, elle n'a aucun droit de regard sur la propriété. Elle est à vous, vous en faites ce que vous voulez. La banque, elle n'intervient jamais dans votre usage de la propriété. Vous pouvez le louer, vous pouvez la revendre, vous pouvez la modifier. Enfin, la banque n'intervient pas, elle n'a pas le droit de regard, c'est votre propriété. La seule chose qui est précisée dans le permis de fideikommisso, c'est qu'il faut que ce soit un usage résidentiel. Vous ne pouvez pas faire d'un appartement une boutique, un restaurant, ça, c'est pas autorisé par contre. Mais vous pouvez le louer, vous pouvez le revendre, vous pouvez le modifier sans problème, y vivre, et c'est un usage résidentiel. OK, moi j'aime la vue ici, j'aime la place, j'achète cet appartement-là, une chambre là pour un partenaire, une chambre là pour extension de ton prochain employé pour avoir un avocat puis quelqu'un de bien ferré au bureau, quelqu'un d'autre en évaluation. Je peux pas faire ça dans un immeuble comme ça ou... C'est différent, c'est juste qu'en fait, là, si tu veux faire un bureau, c'est pas non plus un usage commercial comme un restaurant ou une boutique. Tu n'as pas des clients qui vont forcément venir. Si tu fais un bureau fixe, c'est pas pareil. Mais il te faudra quand même des licences de fonctionnement, des licences d'usage de sol et des choses comme ça. Donc, OK, c'est pas dédié pour ça. Si vous voulez acheter un fideikommisso et en faire quelque chose de commercial, il faut obtenir les licences nécessaires. Le fideikommisso, il est réservé à un usage résidentiel. ah, OK. OK, bon point. Excellent. Puis, à partir de là, si on ouvre juste le fidéocommisso, on y va simple avec quelqu'un qui travaille en ligne, on est en mesure de pouvoir passer au travers de toute la paperasse avec toi, on paye tout ça. Ça coûte combien ouvrir un fidéocommisso, puis combien le renouvellement annuel? Alors, pour le constituer, le fideikommisso, ça va vous coûter 43 000 pesos à la banque, en frais d'administration, honoraires de la banque et le permis de fideikommisso payé aux relations extérieures, 43 000 pesos. Et ensuite, viennent s'ajouter à ça, quand vous achetez un bien immobilier, les frais de notaire et les frais d'avocat, si vous voulez un accompagnement légal, que je vous recommande. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez ensuite passer chez le notaire. Et chaque année, la première année du fideikommisso, elle est déjà comprise dans le prix que vous payez à la banque. Mais du coup, l'année qui suit, il va falloir payer 522 dollars américains, et ce, chaque année. Vous pouvez payer en pesos aussi, mais il faut faire un email à la banque pour leur demander le taux de change du jour et leur envoyer le paiement en pesos. Ouais. À bien comprendre que le fideikommisso, ce n'est pas un compte bancaire. C'est un fideikommis où est détenue la propriété. Donc, j'ai certains clients qui me disent « Oui, Marine, est-ce que je dois ouvrir un compte bancaire dans cette banque-là ?» Non, ce n'est pas un compte bancaire. C'est vraiment comme un coffre-fort, si vous voulez, où il y a votre propriété dedans et vous en bénéficiez pendant les 50 prochaines années. Vous payez chaque année 522 dollars américains à la banque et vous avez votre titre de propriété à votre nom. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous voulez le renouveler dans 50 ans, il faut repayer un frais à la banque. Je n'ai pas le montant exact, ça dépend de chaque cas, il faut le demander à la banque pour un autre 50 ans, si vous voulez ensuite le laisser à des bénéficiaires. Dans ce même fideikommisso, d'ailleurs, c'est obligatoire. Vous êtes le premier bénéficiaire à 100%, mais si jamais vous arrive quoi que ce soit, on doit également, dans le permis de fideikommisso, stipuler des bénéficiaires. Par exemple, moi, je suis bénéficiaire d'une propriété. S'il m'arrive quelque chose à moi, je voudrais que ça revienne à ma maman. Je vais mettre le passeport de ma maman dans le fideikommisso pour que justement elle puisse bénéficier de cette propriété si moi j'ai un problème, s'il m'arrive quelque chose. Ça OK. vous évite d'avoir à faire un testament parce que sinon ça fait double coup. OK. Alors que dans le fideikommisso, déjà, c'est déjà prévu que vous ayez un bénéficiaire en tant qu'étranger, c'est plus facile parce que les testaments étrangers ne sont pas reconnus ici au Mexique. OK. C'est bien. Merci pour les explications. Très clair. Maintenant, prochaine étape, le fameux compte en banque. Mhm. J'envoie tous mes clients chez Intercam.
Ils vont ouvrir un compte en banque, ils ont besoin de passeport, information, preuve d'adresse pour des comptes là, qui peuvent être de l'électricité ou votre cellulaire ou quoi que ce soit. Vous avez une preuve d'adresse terrestre directement. Je ne crois pas que ça peut être là, juste un casier postal. Non, il faut que ce soit en effet une adresse. Pour ouvrir un compte bancaire ici, en tant que touriste, il n'y a que Intercam qui va nous permettre de le faire. Il y a une autre banque qui s'appelle CI Banco aussi, mais Intercam, on la recommande plus parce qu'ils sont plus ouverts à des virements internationaux. Donc forcément, pour les Canadiens, c'est plus facile. Ils demandent passeport, justificatif de domicile. En effet, ça doit être une adresse à votre nom, mais ça peut être un relevé bancaire. Si par exemple, ils n'ont plus d'adresse fixe au Canada, en général, il y a encore un compte bancaire. Donc avec un relevé bancaire, ça fonctionne aussi. Que ce soit à leur nom, avec l'adresse où ils vivaient avant. Et il va falloir aussi leur numéro de taxe par contre, pour qu'ils puissent stipuler qu'ils payent des taxes dans un pays. Et puis avec ça, ils peuvent vous ouvrir du coup un compte bancaire et vous donner une carte de débit. Et OK. vous avez une application sur le téléphone et vous avez la banque en ligne également. Parce que si j'ai vendu ma maison puis j'ai plus de compte, puis mes affaires, j'ai encore mon compte bancaire. Le compte bancaire, ça peut être un spécimen chèque où j'ai mon adresse, Non, ancienne adresse. il faut que ce soit le relevé bancaire. OK. Donc, c'est-à-dire avec les lignes, enfin vraiment le nom et vous pouvez cacher votre information de ligne, mais il faut mettre vraiment le nom et l'adresse. OK. Avec le plus récent, avec une date récente. Puis toi, tu as un lien avec une partenaire d'affaires qui est chez Intercam. Et puis avant, ça fait partie du package deal, corrige-moi si je me trompe, qu'on peut aussi demander à Marine d'avoir à compléter exactement toutes les informations. Tu me l'as montré en PDF. Je l'ai eu aussi de la dame chez Intercam qui était super gentille. J'ai oublié son nom là, d'ailleurs. Lorena. Lorena. Et puis elle nous a donné exactement le listing. Toi, tu les remplis pour le client. Puis quand on arrive chez Intercam, on a juste arrivé puis à signer. Ouais. Puis eux, ils nous donnent ta carte de débit. Puis C'est tout ça. ça, naturellement, tu ne donnes pas la carte de débit, là, mais tu prépares toutes les. Non, ouais, tu ça prépares c'est tout la le banque qui dossier. s'en occupe bien sûr, mais je vous donne juste les requis, on prépare le dossier, on l'envoie à Lorena et puis ensuite elle prépare tout en amont et comme ça quand vous vous présentez, vous avez à signer votre contrat, obtenir votre carte de débit et puis après vous avez accès à votre application de téléphone et en ligne. Oui. Chose aussi à retenir, mesdames et messieurs, quand vous allez chez Intercam et que vous avez préparé tous vos papiers directement avec Marine, vous allez voir que ce n'est pas la même Intercam que les gens vont pour faire leurs transactions, leurs choses. Il y a une deuxième succursale qui est faite pour l'ouverture des comptes, où on peut aller ouvrir le compte, qui est juste avant le Coco Bongo, là, directement sur la 10. Et c'est là qu'on va faire une ouverture. Vous rentrez, je vais vous le mettre là, directement en vidéo. Là. On le filme, on va en haut, et puis c'est vraiment, c'est moins casual, friendly comme les banques habituelles. Sauf que c'est là qu'on fait l'ouverture de compte, et après ça, on s'en va directement faire nos transactions au guichet, déposer, faire quoi que ce soit, toutes nos choses à Intercam, la grande succursale qui est directement coin, quasiment le 10 et 10, quelque 10 chose et de genre. 14. 10 et 14, exactement. Donc, excellent. Et puis, à partir de là, quand quelqu'un a sa résidence, est-ce que tu l'envoies quand même chez Intercam ou est-ce que tu crois qu'il y a des outils qui sont meilleurs et mieux structurés pour peut-être corporatif ou peut-être pour personnel ou quoi que ce Alors soit? ça dépend en fait, ça va dépendre encore une fois du projet du client forcément. Oui. Intercam, c'est une bonne banque pour les virements internationaux et pour placer son argent. Il n'y a pas de problème avec cette banque-là. Mais par contre, c'est la seule banque qui ouvre encore pour des touristes. Donc en fait, si vous êtes résident avec le RFC numéro de taxe, je vous recommanderais peut-être d'ouvrir chez BBVA ou Santander qui eux aussi ont des très bons taux. Donc pour placer votre argent, ça peut être aussi intéressant, qui sont les plus grosses banques du Mexique en fait. Et eux, par contre, demandent en effet d'être résident avec un numéro de taxe pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. Donc après, ça dépend du projet du client et puis aussi de sa familiarité avec les banques. S'il veut un compte chez BBVA, très bien chez BBVA. Mais c'est vrai que le contact est moins international, on va dire. Parce que BBVA et Santander, c'est des banques mexicaines. Donc il n'y aura pas forcément des gens qui vont parler anglais. Il y aura un peu moins d'accessibilité sur l'application, tout est en espagnol. Ouais. Donc voilà, ça peut être un petit peu plus difficile pour certains clients. Est-ce que la logistique mobile, transactionnelle, facilité, friendly user est quelque chose de plus commun que tu vois plus avec Intercam qu'avec les autres mexicaines? Alors là-dessus, c'est à peu près la même chose. Ouais. C'est juste que c'est la langue, encore une fois. Sur Intercam, tu as l'application en anglais et en espagnol, alors que je crois que sur BBVA et Santander, c'est principalement espagnol. Mais elles fonctionnent bien. Honnêtement, j'ai rien à redire sur les applications de banque ici au Mexique. Les transferts sont immédiats, tu peux les faire facilement. Alors oui, il y a un plafond, il y a une limite journalière, mais en réalité, ça fonctionne quand même très bien. Tu as les preuves de virement en direct. Enfin, c'est quand même assez efficace. Mais ça, toutes banques confondues plus ou moins, hein. L'application Intercam est bonne, l'application BBVA et Santander également. OK. Ouais. Puis ça, une fois que le compte y est là, que tu as déjà les numéros, puis que tu as le passeport, tu as la résidence aussi, tu aides le client, il a besoin de faire sa comptabilité,
ça peut aussi se faire En chez fait, Marine. voilà, exactement. C'est ça la différence, c'est qu'en fait, comme je vous disais, ça découle tout, la résidence. Vous avez votre résidence, vous avez votre numéro de taxe, vous obtenez ensuite un compte bancaire. Et si vous voulez, par exemple, c'est ça qu'on disait, c'est que la différence de la résidence et pourquoi oui ou non il faudrait l'avoir, si vous voulez déclarer vos revenus ici au Mexique et payer un petit peu moins d'impôts qu'au Canada, là oui, ça va devenir intéressant d'être résident avec un numéro de taxe. Parce qu'en fait, vous êtes résident mexicain, vous obtenez votre numéro de taxe et on va faire un mouvement, un changement de régime fiscal. On va vous passer de sans obligation fiscale avec un régime d'activité. Et en fait, c'est là que ça devient intéressant parce que le taux d'imposition est un peu plus bas au Mexique qu'au Canada. Et si justement vous faites de la location et que vous voulez recevoir vos revenus ici et que vous avez ce numéro RFC, ça peut être un avantage pour vous pour baisser les taxes et les déclarer ici directement. Comment ça fonctionne? Vous avez votre numéro de taxe, on change en ligne dans le système votre régime d'activité. Une fois que ça c'est fait, vous allez devoir faire vos déclarations en effet, puisque une fois qu'on se soumet à une obligation fiscale, les déclarations viennent avec, mensuelles et annuelles ici au Mexique. Donc entre le 10 et 17 de chaque mois, une déclaration mensuelle. Et pour les personnes physiques, au mois de mars, déclaration annuelle. Pour les sociétés, au mois d'avril. Ça fait que vous allez payer les impôts ici au Mexique. Quand vous payez des impôts sur vos revenus au Mexique, il y a plusieurs régimes fiscaux, dont un qui est très avantageux, qui s'appelle le RECICO. Il vous permet de payer 3% d'imposition et les 16% de TVA que vous chargez à vos clients et que vous renvoyez au gouvernement. L'avantage de ce régime-là, c'est que vous pouvez facturer à chaque fois que vous faites un achat et déduire de votre TVA, justement, ces montants d'achat, vos dépenses. TVA qui veut dire? Qui veut dire taxe de vente. Oui. Donc, 16% ici au Mexique. OK. Ça, une fois que vous avez ce régime-là d'activité, eh bien, vous pouvez faire vos déclarations ici au Mexique. L'argent que vous recevez au Mexique, une fois qu'il est déclaré, vous pouvez le renvoyer au Canada de manière propre, je dirais. C'est-à-dire que l'argent, il a déjà été payé. Il n'y a pas de double imposition entre le Mexique et le Canada. C'est pareil lors d'une vente immobilière. Lorsque vous vendez un bien ici au Mexique, que vous avez payé vos taxes sur la plus-value et que vous avez payé les droits nécessaires, l'argent que vous voulez renvoyer du Mexique vers le Canada, avec la copie de l'acte de vente, vous pouvez justifier que le paiement ne va pas être retaxé au Canada. Ben non, pas de double taxation. Exactement, c'est ça. Et là revient un autre avantage de la résidence. La première chose, si vous voulez déclarer vos revenus et payer un petit peu moins d'impôts, oui, c'est intéressant d'avoir cette résidence avec le numéro de taxe. Mais ensuite, à la revente d'un bien immobilier, puisque c'est le sujet principal, c'est intéressant d'avoir la résidence puisque vous avez une règle qui ne s'applique pas aux touristes ni aux sociétés étrangères qui achètent à travers le fideikommisso. C'est que si, en tant que personne physique, vous avez acheté un bien et que vous voulez le revendre, mais que ça a pris de la plus-value forcément, on a acheté 100 000 US, on revend 150 000 US. Je suis censée payer 35% de taxes sur les 50 000 US de plus-value. Si moi, je veux m'éviter de payer cette taxe-là, et je suis résidente avec un numéro de taxe et la facture d'électricité de l'unité à mon nom avec mon numéro de taxe, eh bien, je peux exempter de cette taxe de 35% tous les 3 ans jusqu'à un montant limite de 5 800 000 pesos. Donc, si mon bien vaut moins de 5 800 000, mais que j'ai quand même une plus-value à ce niveau-là, et que je suis résidente mexicaine, je peux exempter de cette taxe et récupérer la totalité de ma plus-value dans ma poche. Donc, j'ai 3 ans pour faire une plus-value jusqu'à un certain montant et payer 0 impôt. À la revente. À la revente. Exactement. Si je le revends après 4 ans. Ça ne change rien. C'est que juste que tu peux le faire tous les 3 ans. Donc, en fait, tu achètes une propriété demain, tu la vends dans 1 an et tu es résident avec un numéro de taxe, tu peux revendre et tu récupères ta plus-value. Mais par contre, tu ne pourras pas revendre une autre propriété l'année qui suit et réappliquer l'exemption. Tu pourras le faire que 3 ans après. OK, fait que je ne peux pas acheter 10 unités cette année puis les revendre une par année pendant les 10 prochaines années puis s'il va en avoir juste 3 sur 10 dans les 9 prochaines années qui vont pouvoir être exemptés. Donc, on parle carrément d'avoir 0 gain capital ici à payer sur une plus-value d'une revente immobilière. Exactement. Message. En étant résident avec un numéro de taxe et une facture d'électricité à votre nom avec le numéro de taxe apparent dessus. OK. Ça, c'est bon, mais ça prend la résidence automatiquement. Voilà. Exactement. Oui. OK. Si on est touriste, on doit payer les 35% de taxes sur la plus-value à la revente. OK. Ou si on a acheté avec une société canadienne, par exemple. Ça, c'est pareil. On peut faire des stratégies fiscales. Un petit peu, on peut essayer d'aider les clients sur certaines stratégies,
mais on ne pourra pas le baisser à 0%. Non, mais le 16% de la TVA, ça, il est toujours là. Non, dans l'immobilier, il n'applique pas. Dans une revente immobilière, il n'applique pas. Ah non. Non, Fait que non, le non, non. 16%, il est à zéro dans une revente immobilière. Oui, il n'y a pas de Et en TVA. plus, il peut être à zéro aussi si on a la résidence puis qu'on est à l'intérieur des 3 premières années où on n'a pas fait d'autres gains. C'est deux impôts différents. La TVA, qui est la taxe de vente, n'est pas applicable dans le système immobilier à une revente de biens. Mais par contre, c'est la taxe sur la plus-value qui est applicable à la revente d'un bien immobilier, c'est 35%. Et donc, du coup, cette taxe-là, soit vous payez 35% parce que vous êtes touriste ou une société canadienne qui ne fait pas de stratégie fiscale pour le baisser, ou alors vous êtes une personne physique que vous avez achetée à travers un fideikommisso, vous êtes résident mexicain avec un numéro de taxe, j'enlève cette taxe de 35% et je récupère mon gain en capital. Ça tombe à zéro. C'est génial. Au Québec, là, vous le savez, là, vous êtes imposé à 50% sur votre gain en capital, qui est presque passé à 66,6, mais ça n'a pas encore passé. Probablement que ça va peut-être revenir. On va regarder ça ensemble là, dans les prochains mois, là, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup de choses qui changent, comme ça vient de changer ici au Mexique là, pour résidence. On est toujours à l'affût de toujours regarder exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui change, puis qu'est-ce que ça implique à vous aussi. Si je récapitule le tout, je ne vois pas pourquoi je ne voudrais pas avoir de résidence carrément. En fait, est-ce C'est un que, gros une fois que c'est avantage. bien expliqué, qui veut payer de l'impôt sur un gain en capital potentiel? C'est ça. Le but, ça va dépendre aussi forcément de ce que vous recherchez, mais dans tous les cas, que vous fassiez de la rente locative, vous générez un revenu mensuel. Mais si en plus, ça prend de la plus-value et que vous revendez de votre propriété, que vous récupérez votre gain en capital, vous avez tout gagné. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un gain en capital qui peut être exonéré de 35% qui ne va pas dépasser le coût que ça va lui coûter de faire affaire avec Marine? Oula! S'il vous plaît, les amis, C'est ça. on comprend. Tu sais, j'étais tout content. On peut acheter une voiture. On a plus de rabais un peu partout en ville. On a aussi les ouvertures de n'importe quelle banque. On a plus d'accessibilité aux soins hospitaliers aussi, Oui. puis plus d'avantages. On peut aller acheter. Écoutez, il y a pas mal d'avantages, mais ça retombe quand même un peu insignifiant à côté de la disparition d'imposition de gain en capital sur votre immeuble locatif, mesdames et messieurs. OK. C'est ça. Il faut bien comprendre que, encore une fois, ce n'est pas obligatoire à l'achat, mais c'est vraiment recommandé quand vous pensez déjà à une revente pour anticiper la stratégie fiscale, pour récupérer le gain en capital. Et comme il y a un certain délai maintenant pour obtenir la résidence due à la saturation un petit peu des prises de rendez-vous dans les consulats, c'est bien d'anticiper un petit peu pour qu'on puisse, quand le moment vient que vous voulez vendre la propriété, que vous puissiez appliquer cette stratégie fiscale. Le fait d'être embourbé avec les rendez-vous là, qui se bousculent là, pour le consulat, puis d'être en mesure de pouvoir avoir beaucoup plus loin des rendez-vous sur un trimestre, peut-être 2, est-ce que ça peut empêcher une transaction immobilière d'un achat d'un client ou il peut simplement juste dire, tu fais ta transaction, tu fais ton fideikommisso, tu fais tes choses, 4, 5, 6, 7, 8 mois plus tard, tu auras ta résidence, tant mieux. Pour l'acheteur, ça ne change rien parce Non. qu'encore une fois, ce n'est pas obligatoire pour lui d'être résident pour acheter. Ça ne lui changera rien. Par contre, pour un vendeur, oui. Parce que le vendeur, pour passer chez le notaire et être exempté, il a besoin d'avoir la résidence et le numéro de taxe. Et donc, du coup, le vendeur doit anticiper beaucoup plus que l'acheteur. L'acheteur, il peut acheter sans résidence et puis faire sa résidence soit en parallèle, soit un petit peu après, le temps qu'il profite de sa propriété. Et au moment de la revente, là, il faudra qu'il anticipe. Mais par contre, un vendeur, du coup, forcément, il est un petit peu tenu par les délais parce que si l'acheteur veut passer chez le notaire rapidement, mais que le vendeur n'a pas encore sa résidence ni son numéro de taxe, là, il faut négocier un petit peu les termes de la revente pour attendre que le vendeur puisse exempter sa taxe. Est-ce qu'il y a l'exonération de 35% d'impôt sur un gain en capital immobilier est quand même valide si j'ai été chercher ma résidence bien après avoir reçu mon immeuble? Ou ça doit être jour 1? Non? Non, pas besoin. Parfait. Vous pouvez obtenir la résidence à n'importe quel moment. Vous pouvez acheter en tant que touriste, obtenir la résidence 2 ans après avec le numéro de taxe, même 1 an après. Et quand vous revendez dans 4 ans, vous appliquez l'exemption de la même manière. Il faut juste avoir au moment de la revente les documents nécessaires, la résidence, le numéro de taxe et la facture d'électricité à votre nom. Est-ce que ça t'arrive? Je pose la question de temps à autre, comme ça, Marine, des fois, de dire à quelqu'un, tu sais que si tu remplis tes papiers pour ta résidence, la vente que la personne veut racheter dans quelques mois, tu pourrais peut-être avoir une petite exonération de gain en capital. La personne, elle n'achète même pas sa résidence, elle veut juste acheter l'exonération de gain en capital, mais ça vient avec la paperasse. Le calcul va vite. Je veux pas avoir l'air du gars qui essaie de ne pas payer d'impôts, là, mais on jase. Ça arrive-tu? Forcément. Moi, quand j'ai un vendeur qui me dit « Oui, Marine, moi, voilà, je ne suis pas résident, je veux vendre ma propriété tant », je dis on va faire la résidence parce que c'est clairement un avantage. Le calcul, il est vite fait. Tu fais ton calcul de gain en capital, tu fais le calcul de dépenses que tu vas faire pour la résidence.
bon, bah, ça te convient bien de le récupérer quand même, malgré que tu vas dépenser des sous, au final, Ouais, tu vas en récupérer beaucoup plus. Donc, très bien. Ah, c'est vraiment des bonnes informations. Encore une fois, si vous n'avez pas regardé les autres capsules que j'avais filmées directement sur la fiscalité un peu plus avancée aussi, la résidence, citoyenneté, visa, qui n'est pas tombé à off, là, je vous dirais, à cause que il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis là, notre première entrevue qu'on avait fait ensemble. On se tient à jour, on maintient les affaires. Fait que, écoute, moi, je pense que ça fait pas mal le tour. Y a-tu des points, tu crois, qu'on aurait peut-être oublié ou domis en détail? Tu vois beaucoup de Canadiens et de mes clients, là, fait que, ouais, ouais, non, bah, écoute, on a bien expliqué toutes les options de la résidence temporaire, permanente, puis ensuite la naturalisation qui est une possibilité si jamais ils le souhaitent. ouais, L'obtention d'un compte bancaire, d'un numéro de taxe, puis, accès, à l'hôpital pour les résidents, les réductions. Non, je pense qu'on a fait le tour. Explication un petit peu plus précise du fidéicommisso, les ouais, avantages de la résidence à la revente. Je pense que c'est le gros du gros que je travaille, en tout cas avec chaque client qui me pose les questions ouais, sur le fonctionnement, quels sont les avantages, les inconvénients. Inconvénients, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, ouais, non, c'est ça. d'obtenir la résidence, clairement. C'est juste un plus, c'est un bonus en fait. Ben oui, Ça peut être que du plus, et puis surtout, bah, quand on veut acheter de l'immobilier ici, bah, ça peut être qu'un avantage. globalement, totalité, quelqu'un qui veut son permis, le gros kit, il veut son compte en banque, sa résidence, toutes ses affaires, il fonctionne comment? Ça coûte à peu près globalement tout le gros package deal, Bah, en là. fait, ça dépend de chaque cas. Il faudrait vraiment que je me discute Ouais, avec le client. Mais en gros, moi, ce que je peux faire, c'est vraiment obtenir la résidence, le numéro de taxe, le permis de conduire, le compte bancaire. Vraiment, je peux accompagner sur tout et je charge par service. Donc, en fait, selon les services et selon le délai que ça prend, bah, je vais donner un prix très précis au client pour qu'il puisse bah, me dire si c'est OK pour lui, en fait. hmm, OK. Fait qu'à partir de là, c'est pas compliqué non plus, mesdames et messieurs, vous n'avez pas à payer nécessairement la totalité de tout ça parce que quand on va faire un emprunt bancaire ou une marge hypothécaire ou qu'on réhypothèque, vous pouvez juste le prendre le 5, le 10, le 15, le 20, 25 000 que ça prend pour Marine, pour remeubler vos places, faire ci, faire ça. C'est quoi l'amortir sur 30 ans, un 15, 20, 30 000 de plus? Ça paraît pas si dispendieux que ça au bout du On rouleau. peut y aller étape par étape. Moi, Ouais. je jamais de pression au client. On en est où? Vous avez besoin de quoi? OK, on commence avec ça. Dans 6 mois, on se revoit. On fera le reste. Il y a aucun problème. Moi, je Nice. suis là, je bouge pas pour quelques années encore, ça c'est sûr. Donc, je suis à votre disposition pour toute étape, toute démarche, toute procédure, même question, pour qu'on puisse avancer ensemble, quoi. Parfait. Marine, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore une fois, ça a été très enrichissant. Je devrais les regarder plus souvent, là, les, les, euh, les Les capsules, capsules. là, les reprendre un petit peu plus, mais c'est toujours beaucoup, beaucoup de bonnes informations. J'espère que vous avez aimé ça, tout le monde. Ça a été une belle séance d'information. Si vous regardez ces choses-là attentivement, une, deux fois, naturellement, là, la plupart du monde, vous me connaissez là, pour la minute mexicaine, là, qui est comme pas mal plus facile et très, très, très humoristique aussi, là. Mais des fois, il faut rendre l'utile à l'agréable, puis on n'achète pas de chaussures, là, on achète de l'immobilier, on se concentre sur les bonnes affaires. Tout a été dit ici aujourd'hui. Regardez-la une deuxième puis une troisième fois. Puis si vous voulez faire économiser du temps et de l'argent à Marine, puis vous aussi, regardez-la une deuxième puis une troisième fois avant de prendre le rendez-vous. Vous allez être au courant de toutes ces choses-là. Ça va vous aider à économiser de l'énergie puis du temps précieux parce que quand on vient ici, c'est plate de prendre tout ce temps-là pour regarder puis poser ces questions-là quand vous pourriez le faire au Québec directement dans votre salon. Venir ici puis profiter un petit peu plus de temps de qualité. C'est ça. Marine, un gros merci. Je vais te souhaiter une excellente fin de journée. On se reparle très bientôt. Je pense que tous les ans, on va se refaire une capsule là, comme ça pour mettre Avec les choses à plaisir. jour. Un gros merci de prendre soin des clients. Puis je te souhaite une excellente fin de journée. Merci tout le monde d'avoir été là. Bonne journée. On se reparle.